Tiens une bonne cuvée, hein, Cornel. Ah, à la meilleure du mois, vieux Clyde. Comment on va s'éclater ce soir, hein? On pique une caisse. Non, On fout le feu à une baraque, alors. non. Bah, on a qu'à se pointer chez le vieux Stevenson, buter ces putains de caveaux. J'en ai marre de buter ces caveaux. En plus, elle est hantée, la maison du vieux. Bon, bah, t'as qu'à choisir ce qu'on peut bien faire. J'ai mal au crâne de réfléchir. J'ai envie de tuer quelqu'un, pas toi? Bon, toujours pareil, c'est une horreur. Je vais peut-être te tuer. Fais gaffe, je te tue après mon dernier souffle. T'es capable? T'as tellement mauvaise haleine. Oh bonsoir, soyez les bienvenus dans la face cachée du cinéma. Nous voici déjà arrivés à notre 7ème soirée, toujours dans ce même refuge pour notre rendez-vous mensuel, certes un peu moins glacial maintenant que l'hiver est passé. J'aimerais à présent porter mon attention sur un autre genre. Laissons le cinéma horrifique aux oubliettes et prenons plutôt un genre qui parle à tout le monde, les films super-héroïques. Les films de super-héros sont en vogue en cette période, tandis que les studios Marvel et DC Comics nous ont promis toute une panoplie de films adaptés de leurs titres éponymes, et les plus petits labels font également parler d'eux. Comme par exemple les adaptations de comic books tels que Preacher ou encore iZombie, du label Vertigo, entre autres. À l'heure où je vous parle, la suite de Ninja Turtles nous a été présentée sur le grand écran, et le très attendu Suicide Squad arrive à grands pas. Je profite alors de l'engouement général pour me faufiler dans l'actualité. À la manière d'un certain Victor Frankenstein, je vais ressusciter sous vos yeux ébahis une adaptation qui a été oubliée par la majeure partie des cinéphiles. Je ne vous présente pas une abomination, mais une créature du marais. Ce soir, nous regardons Le Retour de Swamp Thing, un film de Jim Wynorski. Jim Wynorski est un réalisateur, producteur, acteur et scénariste américain né le 14 août 1950 à Glen Cove, dans l'état de New York, situé au nord de Long Island. Autant vous le dire tout de suite, on s'attaque à du lourd, car notre Jim n'est pas n'importe qui. Et comme habituellement, nous allons vous présenter sa carrière avec quelques réalisations. Âgé de 20 ans, Jim quitte Long Island sur un coup de tête pour emménager en Californie en 1980. Où il rencontrera l'idole de son enfance, le cinéaste américain Roger Corman. Roger Corman, eh bien, qui est-ce? Eh bien, c'est tout simplement le roi des séries B, pas moins que ça. On lui doit 50 films en tant que réalisateur et au moins 400 films en tant que producteur. C'est un homme qui avait un principe simple de faire des films petit budget, avec salaire de misère, plus ou moins bâclé, et le tout tourné en moins de 5 jours. Vous allez sûrement me dire que l'ensemble de sa filmographie est passé inaperçu, eh bien, c'est pas le cas. On y trouve de jolies trouvailles, telles que La Petite Boutique des Horreurs, avec Jack Nicholson, encore jeune au début de sa carrière. Jim se retrouve très vite engagé par notre cher Corman pour travailler sur tous les futurs films d'horreur et d'action de son entreprise. Les 6 mois de stage qui s'ensuivent lui ont enseigné plus de 4 ans de cinéma et de culture cinématographique. T'imagines, ce roi des séries B t'enseigne en seulement 6 mois la totalité de tes 4 ans d'école de cinéma. L'année 1986 est une période importante dans sa carrière. Les distributeurs avaient besoin d'un film horrifique dans un centre commercial. Roger Corman lui fait alors pleinement confiance, convaincu par ses talents d'écriture. Aussitôt, une première ébauche est écrite par Jim en à peine 2 jours. Le film est ensuite tourné très peu de temps après à Los Angeles et Jim y tient un petit rôle dedans. Le film sort mais sans grand succès. Les producteurs, considérant l'affiche comme un ersatz de Transformers plutôt destiné aux enfants, décide de ressortir le film quelques temps plus tard avec une nouvelle affiche et un nouveau titre, Shopping Mall. Cette fois-ci, c'était une réussite. Le film trouve un plus large public. À partir de là, Jim continue à grimper au sommet de la montagne en réalisant plus ou moins 3 à 5 films par an, quitte à utiliser des pseudonymes dans plusieurs occasions.
On se retrouve avec des réalisations plus ou moins réussies et plusieurs parodies, telles que Alabama Jones, Barwedge Project ou encore Paraknockers Activity. Il est toujours en activité, quoique son dernier film Dino Croc vs Supergator est sorti en 2010, mais passons. On s'intéresse cette fois-ci à son 6e film, La Revanche de Swamp Thing. Pour les néophytes, Swamp Thing est un personnage publié chez DC Comics depuis 1971. Alec Holland est un chercheur en capacité bio-restauratrice. Lorsque son travail fait la convoitise d'une société peu scrupuleuse, lui et sa femme sont victimes d'une bombe installée dans leur laboratoire. Gisant dans le marais, son corps est alors mélangé avec le résultat de ses propres recherches. Il devient ainsi la créature du marais, soit Swamp Thing. C'est un personnage qui a déjà eu une adaptation au cinéma, en 1982, sous l'œil avisé de Wes Craven. Par le père des Griffes de la Nuit en personne. Le film remportera la récompense du meilleur film d'horreur par l'Académie de science-fiction, de fantastique et d'horreur en 1983. Et malgré sa réussite, une suite n'est d'abord pas envisagée. Il fallut attendre 1989 pour qu'une suite directe soit proposée au public. Cependant, celle-ci passe totalement inaperçue. Enfin, le film remportera le prix de la pire actrice de 1989 pour son actrice principale, Heather Locklear. Alors c'est très simple, on va dire tout de suite que le film a été boudé par la critique. Une suite était d'abord pas envisagée, ensuite elle est passée totalement inaperçue, et aujourd'hui elle est considérée comme un nanar par excellence. Et ça me surprend pas des masses, la critique impitoyable quand tu nous tiens. Venons-en au scénario du film. Alors que la créature du marais protège les habitants de son marécage, son ennemi de toujours, Anton Arcane, s'apprête à renouveler ses expériences génétiques, quitte à utiliser sa belle-fille pour assouvir son obsession. Mais c'est sans compter sur la créature du marais. Le film commence avec une introduction pas des plus banales. On se retrouve avec un groupe de bureaucrates qui ont pris congé pour patauger dans un marais avec des fusils d'assaut dans le but de trouver une vieille distillerie abandonnée. Avant tout, j'ai pas compris la présence des fusils, mais ils sont américains, voilà tout. Cependant, nos joyeux lurons se font très vite attaquer par une créature mi-humaine et mi-sangsue géante. C'est alors que Swamp Thing apparaît à coups de punchline bas budget et vient la rétamer de ses points. Oh non! Mes lunettes! Oh sang, non! À cet instant, si le film ne vous plaît pas, passez votre chemin. Le film continue dans cette lancée pendant encore une bonne heure. Le scénario ne vole pas très haut, il faut l'admettre, mais le divertissement est tout de même assuré. Nous suivons minute après minute notre ami végétal qui combat diverses créatures caoutchouteuses dans le marais. Une découverte en menant à une autre, on s'aperçoit très vite que son ennemi de toujours, Anton Arcane, trame quelque chose. Et ce n'est pas non plus très surprenant, celui-ci possède la majeure partie du bayou où se déroulent les événements. Quand tu t'aperçois que sa propriété hors de prix est mieux sécurisée que celle de Tony Montana, tu as de petits soupçons. Surtout quand tous les plans extérieurs nous présentent pas moins de 10 mecs armés qui portent fièrement leur tenue orange flashy. Merci Alec.
Au niveau de la discrétion, on ne pouvait pas faire mieux. Ne nous inquiétez pas, la menace n'en est pas moins considérable. Ces mercenaires sont de vrais manchots. Anton Arcane a sûrement acheté ces types au rabais, je ne vois pas d'autre explication. Mais je m'emporte. Swamp Thing et lui se sont déjà affrontés dans le précédent film et ça s'est pas bien fini. Dans cette suite, Arcane a survécu avec de gros guillemets. Les scénaristes n'ont pas pris la peine de s'y concentrer et nous ont pondu une théorie fumeuse qui tient à peine sur une ligne. Bref, Anton Arcane se fait vieux, et il s'en rend compte. Dans ce but, il essaie de trouver un traitement à son corps défectueux, en mélangeant son ADN humain avec celui de l'espèce animale. Malheureusement, les recherches n'aboutissent à rien, les sujets sont détruits et certains finissent tout de même dans le marais. Une minute, débrouille-toi! Je fais ce que je peux, tu vois bien! Mec, les monstres se sont donnés rencard ici ce soir ou quoi? Génial, cette chose verte doit être gentille. Déterminé dans son projet, il contraint sa fille à subir tous les essais. Et puisque celle-ci s'avère avoir une relation avec le créateur du marais, Swamp Thing vient libérer sa bien-aimée en attaquant la propriété. Et là tu ne peux que rire en voyant la nullité de la sécurité. Le monstre donne des bourre-pifs à tout le monde. Paf dans le mercenaire de balle, paf dans le scientifique mutant, rien ne l'arrête. Tout ça pour finir sur un rapport non protégé entre une humaine et, soyons réalistes, un arbre. Ça vous en va dans ce trou, j'adore ça! Activez le chantier! Ils se sont enfuis, la belle et la bête. Nos deux plus précieux spécimens. Alors, conclusion. Eh bien, j'ai pris mon pied devant cet ovni. Le scénario tient plus de l'absurde, mais il se laisse tout de même regarder. Je ne m'attendais pas grand-chose au visionnage, mais ce fut finalement une bonne surprise. Je l'admets, les dialogues ne tournent qu'autour de jeux de mots foireux, et les rebondissements ne sont pas très extraordinaires. On est loin des films auxquels nous habituent les studios d'aujourd'hui, on est même très loin de l'œuvre originale de Wes Craven, et le film ne plaira sûrement pas à tous les fans inconditionnels du personnage. Pour récapituler, nous avons une intrigue prévisible, des personnages peu impressionnants, et un brin d'absurdité digne d'un nanar de série Z. A noter que DC Comics s'en tire en général plutôt bien, puisque la même année est sorti le Batman de Tim Burton, tandis que chez Marvel c'est le fiasco total, avec l'adaptation américano-yougoslave de Captain America, considéré pour la plupart comme l'un des pires films de tous les temps. Eh bien, ce sera tout pour cette nuit, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouverai dans un prochain épisode de la face cachée du cinéma, et pour ce soir, nous laissons le mot de la fin à Gun. Non, là je vois pas. Agent de sécurité armée en 6 petites lettres.
Abruti. Un abruti? Mais... Ah non, c'est pas un abruti. Abruti, non, c'est pas...